81e jour de bombardement sur Gaza et la résistance palestinienne ne faiblit toujours pas. Tous les jours que Dieu fait des prouesses ou des miracles sont accomplis sur le terrain par Kataïb al-Qassem. Si l'entité sioniste redouble de férocité en bombardant des civils du ciel sur le terrain, ces pertes se comptent en centaines des hauts gradés et des soldats venant des quatre coins de l'Europe pour prêter main forte à leur ou aux collants sionistes. Des snipers, on prend les meilleurs, on les ramène. Quand ils ne sont pas volontaires eux-mêmes, ils accourent pour accomplir leur sale besogne à Gaza. Mais ce qu'on ne leur a pas dit peut-être, c'est qu'ils risquent de se faire prendre à leur propre piège. Et cette équation, l'armée sioniste ne l'a pas prise en compte. Une armée surtout habituée à tuer, mais non à mourir. Ni les appellations de leurs brigades, ni leur propagande n'ont pu avoir raison de la résistance. Leurs fameuses troupes Golani ont annoncé leur retrait pour les fêtes, prétexte l'armée coloniale. Mais tout le monde sait que la vérité est ailleurs. Ils ont le moral des troupes qui est usé par les attaques de Kataïb al-Qassem qui excellent et déroutent leur ennemi. La fameuse distance zéro, une nouvelle tactique de guerre est née. Alors pour en parler, ce soir nous recevons avec beaucoup de plaisir Maître Eli Hatem, avocat et homme politique franco-libanais. Il est avec nous en direct par Skype depuis Paris. Monsieur Eli Hatem, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de votre invitation. C'est nous qui vous remercions. On disait, pour rentrer dans le vif du sujet, de plus en plus donc, de pertes sont infligées aux forces sionistes. La brigade d'infanterie Golani savait-elle, en s'aventurant à Gaza, que ces pertes seraient lourdes et cuisantes, ou s'attendait-elle peut-être à une partie de plaisir ? Absolument pas, elle ne s'attendait pas à cette réaction donc, de la part de la résistance palestinienne. Alors, il faut dire une chose, il faut rappeler une chose, c'est que les Palestiniens ou la résistance palestinienne exprime son ras-le-bol. Et quand on est dans cette situation, on a l'adrénaline beaucoup plus importante. Et puis, il y a un objectif qui est très clair, tout a échoué. Toutes les tentatives de la résistance palestinienne ont échoué. Comme vous le savez, au départ, en 1947, c'est-à-dire avant même la déclaration d'Israël, il y a eu un mouvement de déportation et un massacre de Palestiniens. Sont suivis plusieurs massacres à partir de 1948, puis il y a eu la guerre de 1967. Et là, la résistance palestinienne a commencé à s'organiser pour mener une résistance militaire telle que la résistance française face à l'occupation de la France par les Allemands. Et par la suite, comme vous le savez, avec le temps, les années, ça use, et il y a eu Oslo, et puis il y a eu cette tentative de trouver une solution pacifique. Or, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que rien n'a eu lieu sur le terrain, et nous avons vu dans quelle situation se trouvent les Palestiniens, les Gazaouis, mais également dans la bande la bande donc de l'Ouest et de Gaza, donc ce qui démontre en fait ce sentiment, ça prouve ce sentiment en fait de ras-le-bol. Et si vous vous souvenez bien, l'opération du 7 octobre a eu comme nom le ras-le-bol de Al-Aqsa, c'est-à-dire le ras-le-bol de toutes les exactions qui ont été commises à l'encontre de la mosquée d'Al-Aqsa, qui est un lieu saint pour les musulmans, et qui sont en fait en grande partie actuellement dans la résistance militaire palestinienne. Donc c'est que si vous voulez, il faut illustrer la chose d'une façon la plus simple. Aujourd'hui, c'est que c'est très facile. En Occident, on vous critique cette opération du 7 octobre en disant oui, mais il fallait pas faire ça, et puis c'est un acte qui est tout terroriste, à fait voilà, oui. Exactement. C'est comme si vous voulez, il y a une femme qui tue son mari. Sur le fait, quand on voit effectivement il y a un cadavre, on se dit, zut alors, mais quand même, il y a un meurtre. Mais on ne se rend pas compte que cette femme, elle a été violentée, frappée, tabassée, meurtrie par son mari. Et elle n'avait qu'un seul choix, si vous voulez, pour se défendre, pour mener sa légitime défense, que d'exprimer ce ras-le-bol. Et ce ras-le-bol
peut être disproportionnée, ce qui n'était pas le cas, parce que quand on voit la réalité sur le terrain, il y a plus de 20 000 morts depuis 2 mois et demi en Palestine. 1915 martyrs, Eli Hatem. Justement, Eli Hatem, vous avez donné l'exemple de la femme. Au fait, on pourrait donner aussi un autre exemple qui est très simple pour faire des raccourcis, et d'ailleurs c'est le cas. C'est aussi un petit peu quelqu'un qui a exprimé son ras-le-bol, c'est le déluge, parce que ce sont 75 ans de patience, 75 ans où les Palestiniens ont été frappés de manière systématique, de manière continuelle, avec quelques intermittences où ils pouvaient respirer. Mais durant 75 ans, les Palestiniens de Gaza ont eu très peu de breaks pour souffler, parce que toutes les générations ont connu la guerre. Toutes les générations palestiniennes à Gaza ont connu la guerre, depuis 1975 jusqu'à plutôt 2023. Alors, est-ce que le fait aujourd'hui de réagir avec le 7 octobre, ça devient un crime, alors que depuis le 7 octobre jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire absolument 81 jours, cela est permis de tuer des civils, de tuer et de faire même des exécutions sommaires, comme on l'a vu avec des prisonniers qui sont pris donc dans le tas et qui sont accusés d'être plus ou moins des membres du Hamas, sans qu'il y ait de preuves. Si vous permettez, les choses n'ont pas commencé le 7 octobre. Absolument. Les morts palestiniens à partir du 7 octobre. Mais ça fait des années que nous assistons à un génocide, à une épuration, à une extermination progressive de la population palestinienne, et la déportation d'une grande partie, et puis les autres sont tués, sont massacrés par des dizaines, des centaines, toutes les 2 semaines ou les 3 semaines, mais on n'en parle pas parce que les médias sont habitués à ça. J'ai l'impression que même on a l'impression que tout a commencé le 7 octobre. 7 octobre, oui. Il y a des milliers de Palestiniens. Et puis, je vous parle, il y a 10 ans de ça. Et puis, je me souviens, en 2018, Jean-Marie Le Pen, le président à l'époque du Front National, avait parlé de Gaza en disant que c'est un ghetto à ciel ouvert. Il a comparé la révolte à l'époque de la révolte du ghetto de Varsovie. Donc tout était attendu. Quand vous voyez les différents mouvements, les pressions qui s'exercent sur la population palestinienne, que ce soit à Gaza ou ailleurs, en Palestine occupée, et en particulier sur les pressions qui s'exercent sur les chrétiens. Et ça, on n'en parle pas du tout. Oui, ça a commencé avec la Noël également. Ça s'est un peu empiré les 2 derniers jours. C'est pour dire qu'il n'y a pas que les musulmans qui se font persécuter. Exactement. Mais d'ailleurs, au départ, il faut le rappeler, c'est la résistance palestinienne, elle a été prônée, elle a été défendue par des chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle le premier ennemi des Israéliens et des sionistes, ce sont les Palestiniens de confession chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle ils continuent à s'attaquer aux églises. Nous avons vu qu'il y a 2 sœurs qui ont été assassinées alors qu'elles ne sont pas armées, qu'elles ne font pas partie ni de Hamas, ni d'un autre mouvement ou d'un groupe militaire quelconque. Elles étaient simplement en train de prier dans une église. Elles ont été assassinées de sang-froid par l'armée israélienne. Il y a un communiqué d'ailleurs du patriarcat latin à ce sujet. Et malheureusement, en Occident, qui sont enivrés par la propagande sioniste, on n'a pas le droit de révéler ces faits qui sont quand même une réalité. Les autres chrétiens à Bethléem ou ailleurs sont poussés en fait à quitter le pays, donc à l'expulsion, à la déportation, tel ce qui s'est passé en 1947. Parce qu'il faut rappeler, en 1947, ce qui était visé le plus, ce sont les chrétiens palestiniens, parce qu'ils constituaient le cerveau, je dirais, de la réflexion autour de la question palestinienne, et cela depuis même avant la création d'ailleurs du mouvement sioniste mondial, depuis Najib Nassar, et puis j'en passe. Et puis surtout, après, il y a Georges Antonius qui a donné un coup de pouce à l'idéologie de la résistance palestinienne. Et bien sûr, il y a Constantin Zrey qui a beaucoup influencé Georges Habash, qui avait créé le Front de libération palestinienne.
Justement, on va revenir à ce mythe qui a été amplifié et grandi pour devenir de façon invincible ce qu'on appelle les brigades Golani. Alors, il y a 3 jours de cela, les brigades Golani, où la presse ou même l'armée avait annoncé le retrait de cette brigade de Raza. Alors, on dit c'est pour un petit peu se revitaliser, et puis c'est la période des fêtes, donc on va permettre aux troupes de se reposer pour pouvoir se redéployer. Mais le problème, ce qu'on ne dit pas, c'est-à-dire la vérité, c'est qu'ils se sont retirés parce qu'il y a eu un échec cuisant, parce qu'ils ont perdu des membres, ils ont perdu des membres de leur brigade, des soldats tombés dans des pièges, des traquenards qui ont été tués et même des hauts gradés. Alors, que cache, pourquoi finalement plutôt l'antitétionniste cherche à cacher cette vérité? C'est que ses troupes sont en train de se faire abattre sur le terrain. Tout à l'heure, vous avez posé une question. Est-ce que l'armée israélienne ou le gouvernement actuel de l'entité sioniste s'attendait à une telle réaction de la part de la résistance palestinienne? Eh bien, ils n'ont pas été habitués à mourir, justement, mais à les tuer. Ils étaient plutôt habitués à tuer les autres et non pas à mourir. Donc, il y a eu quelque chose d'inattendu. Surtout qu'il y a quand même une incursion sur le terrain. Et sur le terrain, comme je le disais, la résistance palestinienne et les Palestiniens sont en position donc de défense. Ils sont donc beaucoup plus à l'aise de pouvoir s'attaquer et il n'y a plus rien à perdre. Aujourd'hui, quand vous avez perdu votre famille, quand vous avez Alors, perdu... monsieur, oui, Elie Hatem, c'est pas pour vous interrompre, mais je voudrais juste qu'on voit les images de ces snipers. Je ne sais pas si on peut me... Voilà, ce sont des images en vrai. Voilà. D'ailleurs, qui ont assassiné les religieuses catholiques latines qui se rendaient à l'église, ou qui étaient à l'église d'ailleurs, et d'autres qui se rendaient à cette église et qui ont été assassinés par les snipers israéliens. Mais là, on a des snipers qui se font abattre par la résistance, c'est-à-dire Kata Ibn Qassem qui tirent sur des snipers dans leur position. Voilà, c'est-à-dire, voilà, ce sont des snipers généralement d'origine de double nationalité, soit franco-israélienne, soit ukraino-israélienne, mais on va revenir au débat. Je vous laisse poursuivre votre idée. Merci. Pour les Israéliens, ils n'ont pas la double nationalité, ils ont seule allégeance qui est faite à Eretz Israël. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple, au Maroc, on vous dit jamais des Marocains de confession juive, ce sont des Juifs marocains. En France, ce ne sont même pas des Français de culte juif, ce sont les Juifs de France. Oui. Ainsi de suite. Donc, écoutez, mettons cette terminologie donc, de côté. De côté, c'est un autre débat, oui, effectivement. Qui a été créé par le sionisme justement pour créer ce sentiment. Revenons sur le terrain. Absolument. Nous sommes étonnés de voir cette résistance palestinienne parce que d'une part, elle est formée, d'autre part, elle n'a plus rien à perdre. Donc, c'est la politique de la, je dirais, donc du fait accompli, c'est que je n'ai plus rien à perdre. Donc, on joue le tout pour le tout. Gagner. Oui, oui, allez-y, Elie Hatem. Alors voilà, on voit les images. C'est vous dire que pourquoi je suis revenue vers cette histoire de double nationalité, parce qu'il n'y a pas un seul sioniste qui n'a pas une autre nationalité vers laquelle c'est une nationalité refuge. Mais lorsqu'il y a justement problème, ces gens viennent. On a vu des franco-israéliens, on a vu des italo-israéliens, on a vu même des Ukrainiens avec leur accent qui appelaient au meurtre. C'est des snipers, c'est des mercenaires qui sont venus. Il y aurait eu 4000 donc franco-israéliens à Raza, en train de combattre à Raza. Vous me rappelez, excusez-moi de vous interrompre. Oui, allez-y. Une phrase de Boutros Ghali qui lui a été répétée par Edgar Faure à l'époque. Il lui avait dit Israël est une colonie à capitale diffuse. Oui. Autrement dit, c'est que vous avez partout, donc ils ont créé par le sionisme un fondamentalisme, c'est une grande partie, chez une grande partie des différentes communautés juives dans le monde, en créant donc des faits divers, et puis surtout avec les horreurs qui ont été commises lors de la Seconde Guerre mondiale, pour inciter les Juifs à avoir cette crainte, cette peur, et créer chez une grande partie de ces communautés juives une acceptation du sionisme qui a été totalement marginale avant la Seconde Guerre mondiale. Et vous vous souvenez, nous nous souvenons tous que le premier congrès de l'ESM, c'est-à-dire de l'Organisation sioniste mondiale, a eu lieu à Bâle et non pas à Zurich comme c'était prévu, en raison de manifestations qui étaient
contre l'OSM, c'est-à-dire contre l'organisation sioniste mondiale. Oui. Très bien. Alors, on a vu, lors de cette guerre de Gaza, bien sûr, il y a eu des bombardements, il y a des victimes du côté palestinien, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, mais il y a eu aussi beaucoup de mythes déconstruits par ces bombardements. Alors, par leur résistance passive, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, les Palestiniens ont déconstruit un à un tous ces mythes sur lesquels s'est bâti l'entité sioniste. Une armée invincible, on l'a vu avec le 7 octobre, on a vu la brigade Golani qu'on nous a amplifiée finalement, qui prend la poudre d'escampette et dont certains membres ne veulent plus regagner le front à Gaza parce qu'ils ont essuyé défaite sur défaite. Mais il y a également cette distance zéro dont on parle de plus en plus et qui a été un petit peu, si vous voulez, le mot d'ordre dans cette guerre contre Gaza. Bien sûr, la distance zéro, ça a été un petit peu le mode d'emploi de la résistance, c'est-à-dire de Hamas sur le terrain, et qui a donné effectivement beaucoup de résultats, puisque les fameuses Merkava se sont vues complètement exploser, alors qu'on disait d'elles être sur une sensation de 360, c'est-à-dire qu'ils pouvaient tout détecter. Alors comment n'ont-ils pas pu détecter ces résistants? Effectivement, parce que comme je vous le disais, c'est qu'il y a eu une formation au sein donc, de la résistance palestinienne. Ils ont été très bien formés, d'une part, et puis d'autre part, il faut dire une chose, c'est que les Palestiniens, quand même, ils ont une capacité à apprendre très vite, et c'est un peuple qui est très cultivé, et il faut le rappeler. Lettré. Et puis, capacité à tout absorber facilement. Aujourd'hui aussi, il y a une expansion donc d'Internet et puis des moyens de savoir également s'attaquer militairement. Donc, il y a eu des cours intensifs, il y a une formation, je dirais, militaire à la résistance palestinienne pour apprendre progressivement comment s'attaquer à cette armée. Et bon, cette armée, il faut le dire aussi, c'est qu'avec le temps et puis avec le manque, je dirais, d'expérience militaire sur le terrain, moi j'appellerais pas une armée, plutôt cette force. C'est une résistance, oui. Militaire de l'entité sioniste, parce qu'il faut rappeler que cette force militaire sioniste était c'est un ramassis d'organisations terroristes sionistes qui s'attaquaient aux Britanniques et aux autres. Et on les considérait comme le Lirgun, le Leri, etc., le Haganah, et comme étant des organisations terroristes. Mais ils avaient une expérience du terrain. Ils ont continué, vous savez, ce qui s'est passé en 67, et puis les différentes actions militaires contre le Liban, y compris jusqu'en 2006. Et en 2006, il y a eu quand même des surprises qui ont frappé cette organisation militaire sioniste. Et là, aujourd'hui, effectivement, sur le terrain, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait quand même des réseaux d'information qui sont chez la résistance palestinienne d'une part, et puis d'autre part, comme vous avez vu, quand même, il y a une technique d'attaque de la part de la résistance à laquelle ils ne s'attendaient pas, surtout cette distance zéro qui a fait aujourd'hui la plus grande surprise, non seulement donc dans l'armée, au sein de l'armée israélienne, mais ça a attaqué quelque chose de beaucoup plus important. C'est le moral des troupes. Le moral des troupes est très important dans une guerre. Le moral des troupes, mais c'est le moral également de cette société, je dirais artificielle, comme vous le savez, au sein de l'entité sioniste, parce que il n'y a pas une nation, il n'y a pas un sentiment d'appartenance. Vous savez, Absolument. Il y a différentes communautés, les Ashkénazes, les Séfarades, les Mizrahi, et puis les Falachas, et puis j'en passe. Et à l'intérieur de communautés, il y a chez les Mizrahi, par exemple, les Juifs yéménites n'ont rien à voir avec les Juifs irakiens ou les Juifs syriens. C'est un véritable ramassis. Avec les Séfarades. Mais aujourd'hui, il y a ce sentiment que toute cette entité-là est de plus en plus artificielle, et pire encore, c'est qu'elle est menacée de disparition face à quand même à quelqu'un qui est solide, la ténacité. Enfin, qui est tenace, effectivement, et qui use de son droit à la libération de son territoire national et à reprendre ses droits sur son propre territoire, avec deux projets distincts, on les voit. Il y a un projet racialiste qui est celui de
cette entité sioniste, et d'autre part, il y a une société multiconfessionnelle qui d'ailleurs accepte les Juifs au même pied d'égalité avec les chrétiens, les musulmans palestiniens. Oui. Et donc, c'est là, vous savez... Ce sont tous des Palestiniens. Il n'y a pas de différence entre les musulmans et les chrétiens. C'est ce qui est une vérité peut-être sur laquelle... Madame, écoutez, vous savez, quand même, il y avait des Juifs avant, avant 1830 ou 1800 qui étaient... Non, je parle même du 19e siècle. Oui, oui, absolument. Et après, il y a eu les Bélouïm, et puis il y a eu quand même des mouvements après l'OSM, donc d'envoi de communautés juives en terre de Palestine. Avant, et puis en plus, donc il y a eu après 47, comme vous l'avez expliqué, et puis il y a eu la création donc de cette entité. Donc nous n'avons pas du mal, en tant que peuple palestinien, de pouvoir s'entendre entre des différentes confessions. C'est comme en Syrie, comme au Liban, comme en Jordanie, comme en Irak. Il y a plusieurs communautés qui coexistent ensemble. Et donc, ce sont deux conceptions qui sont totalement distinctes. Et aujourd'hui, vous savez, cette société, ce mythe de cette société racialiste, cet État juif tel que Netanyahou a voulu, en ajoutant cette loi fondamentale, le pays où l'État des Juifs est en train de s'effondrer de plus en plus. Nous l'avons vu avant le 7 octobre dernier, avec les différentes manifestations qui sonnaient le glas à l'existence même de cette entité, mais je pense que la fin de ce qui va se passer, ça va être une dislocation, et ça va être, c'est là, de là où va apparaître en fait la fin de ce mythe, de cette entité, avec une dislocation interne au sein même de ces différentes sociétés qui sont unies par le drapeau israélien. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il me semble, pas moins d'une minute. Alors, justement, l'ancien vice-chef d'état-major israélien, Yair Golan, avait dit que nous n'avons pas, je le cite, d'autre échappatoire que celle de négocier avec le Hamas et non avec un autre acteur, lui qui avait reconnu que Hamas réalise ou a réalisé un objectif stratégique en disant cette phrase miracle, clé et magique, c'est pas lui qui le dit, c'est moi, il a dit que c'est moi qui mène le combat. En arabe, ana man yudiru sira. Donc c'est Hamas qui a dit ça, et c'est à partir de ce moment que Hamas a pris le dessus justement sur cette guerre, même si l'hégémonie par le bombardement est entre les mains bien sûr de l'entité sioniste. Monsieur Aili Hatem. C'est très simple, c'est que le Hamas a repris le flambeau de la résistance armée palestinienne qui a été changé depuis les accords d'Oslo, parce que nous avons vu que l'OLP, le Fatah, ont laissé tomber la résistance armée. Or, comme je le dis et j'insiste encore, les chrétiens palestiniens se sont désolidarisés du Hamas et de Fatah. Aujourd'hui, vous avez Arlette Rouli et puis d'autres chrétiens qui soutiennent le Hamas. Il y a même le clergé qui soutient la résistance militaire du Hamas. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question de Hamas, une question de la résistance militaire palestinienne qui est entre les mains qui est dirigée, je dirais, par le Hamas, à l'instar de la résistance libanaise qui est entre les mains du Hezbollah, comme aussi lors de la résistance française où il y avait les communistes, les différents partis politiques qui n'étaient pas certainement, où le général de Gaulle n'était pas certainement avec eux, mais on avait besoin de toutes ces composantes pour créer une résistance militaire contre l'occupant allemand. Et puis là, nous faisons la même chose contre cet occupant qui a un objectif d'exterminer ou bien d'expulser et de déporter cette population de son propre territoire. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, la résistance est plus organisée que jamais et que ce n'est plus la partie de plaisir que se donnaient certains soldats sionistes en entrant à Gaza et en tuant et en revenant chez eux sains et saufs. Aujourd'hui, Hamas où la résistance a complètement basculé la donne. Merci beaucoup, Monsieur Aili Hatem. Je rappelle que vous êtes avocat et homme politique franco-libanais. Vous souhaitez peut-être que je dise tout simplement français ? Non, écoutez, libanais, parce que vous savez, le Liban et la France, en particulier la communauté maronite, a des liens historiques avec la France, et je dirais que nous sommes encore plus français que certains néo-français qui ne connaissent même pas
leur histoire ni leur culture. Merci beaucoup en tous les cas pour la précision. Monsieur Eli Hatem, je vous dis au revoir. Merci également à vous d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.